Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à Matin chez vous, Matin de la proximité, en ce lundi 10 février 2020. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous touche tous. Ce matin, nous sommes 100% ensemble parce que nous allons parler d'un don. Le don le plus noble qu'il soit, le don de sang. Oui, nous allons parler du sang, le don de sang, le circuit du sang, du donneur au receveur. Comment ça se passe depuis le jour où vous décidez d'aider jusqu'à ce que la personne reçoive? Comment le sang est traité? Quelles sont les différentes étapes du donneur jusqu'au receveur? Et nous avons suivi donc un monsieur, un grand donneur de sang assez régulier. Chaque 3 mois, ça fait partie de son environnement. Il est avec nous, c'est monsieur Bléoué. Bonjour monsieur Bléoué. Bonjour monsieur. Comment ça va? Très bien, ça va. Ça fait tellement plaisir de vous avoir. Merci. Et puis pour ce que vous faites, vraiment ça vaut la peine. Merci beaucoup. Monsieur Bléoué est un donneur de sang. Vous donnez votre sang depuis combien de temps maintenant? Ça fait bientôt 10 ans que je donne mon sang. 10 ans. Tous les 3 mois. Vous avez une fille malade et c'est ce qui vous a incité même à donner du sang. Bon, ce n'était pas ça. Mais quand j'ai commencé à donner, c'est là que j'ai su que ma fille était vraiment malade. Elle est drépano. Donc, à chaque fois, on lui remet le sang. Donc, quand je viens, il y a la famille dessus. Tout est mentionné. Quand l'enfant est malade, il présente l'enfant, il présente la carte et on lui donne le sang sans rien payer. Vous êtes fier de donner votre sang? Je suis fier de donner mon sang. Ah, d'accord. Vous êtes un donneur quotidien, Oui, quotidien. régulier. Régulier, oui. Okay. Ils sont nombreux, mesdames et messieurs, à donner leur sang régulièrement, mais selon les statistiques, le don de sang est insuffisant dans notre pays. Nous sommes environ 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, et pour que nous soyons autosuffisants en sang, il faut au moins 250 000 personnes qui donnent régulièrement leur sang chaque 3 mois, alors que nous ne sommes pas encore à cette fourchette. Donc, il faut un peu de force, c'est pour ça que parfois, on parle de pénurie de sang. Mais au fait, le sang, comment il est traité? Quand on le prend dans votre corps et pour le donner à une autre personne, comment il est traité? Quelles sont les différentes étapes qui suivent le don du sang à la réception du sang? Pourquoi c'est payant? Pourquoi on paye? Comment ça se fait qu'on donne gratuitement et après on doit payer? Qu'est-ce que ça implique? Et puis l'État aussi, quels sont les coûts que l'État supporte? Parce que l'État paye, il y a énormément de choses que l'État paye, il y a énormément de subventions là-dedans. Comment ça se passe tout ça? Et puis scientifiquement, est-ce que notre sang est protégé? Est-ce que le sang en Côte d'Ivoire a de bonne qualité? Façon de parler. Quel est le groupe sanguin qui est le plus populaire? Autant de questions, mesdames et messieurs. Nous allons essayer de répondre en suivant un donneur régulier de sang. Il fait partie de ces héros, de ces soldats de la santé qui font en sorte que d'autres personnes puissent être sauvées. L'image du jour, en ce lundi 10 février, c'est bien sûr, pour rester toujours dans le giron de la santé, l'hôpital construit en 10 jours du côté de la Chine pour lutter contre le coronavirus. Pour rester un peu donc, dans le domaine de la santé, on espère que ça va soulager un tant soit peu ceux qui souffrent des affres du coronavirus, comme soulager aussi ceux qui ont besoin de sang chez nous en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il y a une trentaine d'endroits en Côte d'Ivoire où on peut donner son sang. Il y a des centres spécialisés, il y en a où on traite, il y en a où on va seulement pour donner, pour déposer. En tout cas, les spécialistes seront là, on l'espère, sur la route de M. Bléoué. Et puis on va savoir ce que cela de quoi cela retourne concrètement. Matin bonheur, matin de la proximité. Alix, ce matin, nous sommes 100% ensemble. Eh oui, vous ne croyez pas si bien dire, vous voyez le code couleur pour démontrer l'unicité de ce conducteur et de ce programme que nous vous proposons en ce lundi 10 février 2020. Bonjour à vous également qui nous suivez. Et vous savez que nous avons une logique cohérente dans cette émission-là. On vous invite aujourd'hui à travailler l'abdo-cardio puisque le sang, il est assez drainé par le cœur. Donc, travaillez votre cœur. Bonjour à vous. On sort de son lit, quoi de bataille pour vous servir. Ok, aujourd'hui, séance abdos, cardio et des exercices d'abdos. Bouge, on bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec le sourire. 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bouge toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on bouge. 1, 2, 3, bouge, 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 bouge. 8, on bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Sur place.
simple mouvement. Hein? Le dernier exercice pour aller au sol pour les abdos. Là, on va prendre comme ceci, léger. OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 6, 7, 8 encore. 1. On va à son rythme. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1. Vous, c'est facile d'aller pour vous. OK? On n'est pas pressé. Vous continuez. Mouvement. Bouge. 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 OK. Vous allez à votre rythme. C'est très bien. Bouge. Bouge. 2, 3, 4. Bouge encore. Bouge. 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 OK. Bouge. Bouge. OK. Là, on va travailler. Écoutez. Toujours. On balance. On balance. Bouge. Bouge. Continue de travailler. Bouge. 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 On est pour quoi arriver. Bouge. 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 Ok, c'est très bien. Toujours avec le petit sourire là. Souris à la caméra. Souris à la maison. Souris et travail. Bouge. 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 Ok. Bouge. On part au sol. On prend le tapis. Chacun sur son tapis. Ok. Séparez les jambes. Les mains dans cette position. Ouvrez légèrement. Faites un V et descendez là et restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ouvre toujours la bouche pour inspirer, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Mais toujours est-il qu'il faut contracter abdos. Et soufflez, inspirez, regardez droit devant vous. 1, 2, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien. 1, 2, 3, 4, ouvrez encore. 5, 6, main. Ok. 7, 8, 1, 2. Le prochain exercice, il est très simple. Là, on va poser la main de part et d'autre des oreilles et croiser avec côte genou. Ok? Mais on ira chacun à son rythme. Ça peut aller? 2, 2, 2, 3, 4 et 1. Bouge. 2, 3, on travaille. 4, ok. 5, on fait un effort. 6, avancez la jambe. 7, ok. 8, ok. Ça va aller. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. Ok? Bouge. Là, on va rester dans cette position-là, couché. Tout doucement. On est couché sur le dos. On est couché sur le dos, décoller les pieds du sol. Ça peut aller. Décoller les épaules et rester dans cette position-là. 1, 2, 5, avec le sourire. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posez. Avancez là, avancez main sur pied. Je vais vous aider si vous voulez. Hein? Je vais vous aider. Ok. Elle est sur pied. On bouge. On bouge. Et sur place, on va agrandir légèrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport, c'est difficile, mais c'est vital. À la prochaine séance. Eh oui, félicitations en tout cas à toutes ces dames qui ont participé à cette belle séance avec notre coach Diabaté. Le sport, c'est difficile, c'est vital. Il faut avoir la vie, il faut avoir du sang pour pouvoir vivre. Mais au bout d'un moment aussi, il faut se poser pour se donner de la force. Et c'est avec l'histoire du petit-déj. On reste dans la farine et les protéines pour vous proposer ce matin un pain accompagné de haricots, voilà, qui est on pourrait dire une céréale, hein, voilà, avec du pain qui est communément dégusté très tôt le matin ici avec nos chères commerçantes de pain condiment à quelques coins de rue comme ça. Voilà, ce matin, on a décidé de vous proposer ce pain
avec ces haricots très bons pour la santé, qui apportent de l'énergie très tôt le matin, avec bien sûr le amen de notre cher docteur Envo. On a mangé, on est bien, on a fait du sport, on est tous avec Marcelin maintenant qu'on retrouve au Centre national de transfusion sanguine. Retour au cœur donc du circuit du sang. Comment ça marche? Comment ça fonctionne, mesdames et messieurs? Si vous êtes avec nous depuis le début de Matin Bonheur, on a ouvert les vannes de cette émission concernant le circuit du sang et puis la vie des donneurs. Monsieur Bleuet a donné son sang très tôt ce matin. Il est parti au travail, il est fonctionnaire à l'ANADER, il travaille à l'ANADER et donc lui, il est parti. Alors, c'est vrai qu'il est parti, il n'est plus avec nous, mais son sang va circuler également. Et justement, dans le circuit du sang, lorsqu'on a donné son sang, qu'est-ce qu'on fait? Pour rappel, si vous n'avez pas suivi le début, sachez que M. Bleuet est parti de chez lui. Il est arrivé. Regardez les images de M. Bleuet, ce qui s'est passé pendant que nous étions du côté de la station. M. Bleuet a été reçu, accueilli. Ensuite, M. Bleuet est parti à la consultation, comme vous pouvez le constater. On a pris ses constantes, la tension, le poids, la taille, battement de cœur, pression, un peu de tout. Monsieur Bleuet s'est entretenu avec un médecin parce que c'est une grande responsabilité. Ensuite, Monsieur Bleuet est allé donner son sang. Comme vous le constatez sur ces images-là, en temps réel, il a donné son sang. À partir de cela, plus rien ne sera comme avant. Parce que le sang n'est plus dans le corps de Monsieur Bleuet. Le sang n'appartient plus à Monsieur Bleuet, même s'il vient de lui. Le sang de Monsieur Bleuet va servir. Mais pour que ce sang-là puisse servir, il faut le traiter. C'est pour ça que là, maintenant, dans cette tenue-là, nous sommes au laboratoire. Au laboratoire où le sang passe. C'est la première étape après la transfusion. N'est-ce pas, docteur Sekongo, que nous retrouvons? Monsieur Govaï, effectivement, vous avez bien résumé le circuit de Monsieur Bleuet. Alors là, nous sommes effectivement au laboratoire. Pourquoi le laboratoire? Vous savez, Monsieur Bleuet, c'est vrai, il est volontaire. Il dit, je viens sauver une vie. Nous l'avons, le médecin l'a consulté, il a examiné Monsieur Bleuet. Apparemment, il est sain. Apparemment, je dis bien apparemment. Mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce sang. Il faut que ce sang subisse des analyses. Et donc, disons, le service qui s'occupe de ça, c'est le laboratoire. Ce laboratoire va tester tous les virus obligatoires. L'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la syphilis. Au-delà de ces virus, il y a le groupe sanguin. Il faut qu'on sache quel est le groupe sanguin de M. Bleuet, afin que lorsqu'un malade a besoin de sang du même groupe, on puisse lui donner la poche de M. Bleuet. Alors, docteur, on a constaté tout à l'heure, lorsque M. Bleuet donnait son sang, que la salle était désespérément vide. Et même à l'accueil, quand il est venu, tout ça, on comptait pratiquement les personnes. Ça fait peur, ça nous ramène à une question qui vient de façon récurrente. Les Ivoiriens ne donnent pas leur sang? Effectivement, M. Govoy, les Ivoiriens, certes, ils donnent leur sang, mais insuffisamment. On ne peut pas dire que l'Ivoirien ne donne pas son sang. Alors, juste pour la compréhension, il faut savoir que selon toutes les statistiques mondiales, selon les recommandations de l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant en sang, il faut que 1% de sa population donne son sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes 24 millions en Côte d'Ivoire. 1% de 24 millions, ça vous fait 240 000 personnes. Nous n'avons besoin que de 240 000 personnes. Bon, si on dit 25 millions, environ 250 000. Environ 250 000 personnes. Rien que ça. Rien que ça. Pour vous dire, et même quand vous regardez, par famille, nous sommes à peu près 5-6 personnes. Donc, si vous divisez 24 millions par 6 personnes, ça vous ramène pratiquement autour de 600 000 couples. Mais nous n'avons pas besoin de 600 000 ménages. Même si une personne par ménage donne son sang en Côte d'Ivoire, le sang sera suffisant pour traiter tous les malades de Côte d'Ivoire. Ok, en tout cas, vraiment, on profite de l'occasion pour lancer l'appel. Alors, nous, on va aller au laboratoire, on va aller interroger le professeur. C'est qui le professeur qui s'occupe? Alors, le responsable du laboratoire, vous savez, le centre de transfusion est très bien organisé. Nous avons 5 laboratoires en Côte d'Ivoire. Donc, vous avez un responsable qui coordonne toutes ces activités, qui est le professeur Siransi Liliane. Et le laboratoire d'Abidjan, qui est le plus grand, est confié au professeur Dambélé Bambouri, qui est maître de conférence en immunohématologie à la faculté de pharmacie. Donc, c'est lui qui est responsable de ce laboratoire-là, dans lequel nous allons entrer tout à l'heure. Il va vous expliquer les différents parcours des tubes qui leur sont confiés.
pour sécuriser les malades de Côte d'Ivoire. Et oui, vous avez dit un mot très important, la sécurisation. Est-ce que le sang est sécurisé? Est-ce que le sang qui est donné suit un parcours reconnu par l'Organisation mondiale de la santé? On va vraiment y aller. Le temps pour nous de lancer ce tellement service à domicile, aujourd'hui qui va parler donc du balisage de la chaussée en cas d'accident de la circulation. À tout à l'heure. Nous sommes en fin d'année. En ce qui concerne les accidents de la circulation, il y a ce qu'on appelle la prévention. Dans la prévention, nous sommes dans un cadre de rase campagne où on a déposé les touffes d'herbe. On demande aux usagers de rouler moins vite. Nous sommes dans un cadre d'un accident en rase campagne où, pour les signalisations, nous avons utilisé les touffes d'herbe. Et on a un élément qui signale aux usagers de ralentir parce qu'il y a un accident. Ça, c'est pour éviter le suraccident. C'est pour se protéger, protéger les badauds et protéger la victime. En ce qui concerne les dispositions des balises, la réglementation demande 50 mètres à partir du lieu de l'accident. Mais pour des mesures de prévention et de sécurité, il faut mettre de 50 à 80 mètres pour donner une distance de freinage aux véhicules qui arrivent. Et surtout aux gros camions qui ont des difficultés pour freiner. À partir de 80 mètres environ, ils ont quand même une distance de freinage. Comment baliser la chaussée? Dans un premier temps, si vous êtes en ville, il y a des cônes de balises qui existent. Vous les mettez, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 50 à 80 mètres du lieu de l'accident. Une fois les cônes sont déposés, vous faites signe aux usagers qui arrivent de part et d'autre, dans les deux sens. Et en rase campagne, c'est la même chose. Les balises, c'est une mesure de sécurité pour éviter un suraccident. Vous venez de voir comment baliser la chaussée en cas d'accident, comment faire la prévention, se protéger, protéger les victimes et protéger les siens. Merci de nous avoir suivis. Bonjour professeur, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va bien, ça va tranquillement? Ça va, ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce que fait le professeur très tôt le matin quand il arrive au travail? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je m'occupe de la coordination des laboratoires. Pour dire qu'ici, nous sommes au laboratoire d'Abidjan, mais à l'intérieur, on a d'autres laboratoires pour qualifier les produits sanguins. Donc, on appelle les collaborateurs pour voir ce qui se passe, quels ont été les résultats, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers au niveau des équipements, au niveau du personnel, au niveau de... On essaie d'harmoniser aussi les pratiques au niveau de tous les laboratoires pour avoir du sang fiable partout sur le territoire. Est-ce que le sang ivoirien est fiable? Le sang ivoirien est fiable. Nous respectons les recommandations de l'OMS. L'OMS a demandé à tous les pays, bien sûr, qui appartiennent à cette organisation, de faire un certain nombre d'analyses, notamment en ce qui concerne les microbes, par exemple. Il faut faire le HIV, il faut faire l'hépatite B, il faut faire l'hépatite C, il faut faire la syphilis. Donc, ce sont les recommandations de l'OMS concernant les maladies infectieuses. Et le Centre national en Côte d'Ivoire fait toutes ces analyses sur 100% des produits. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens par rapport au don de sang? Alors, le don de sang, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on encourage vraiment tous les Ivoiriens à faire au moins un don par an, parce qu'on n'est pas autosuffisant. Il y a des malades qui meurent encore, malheureusement, aujourd'hui, par manque de sang. Donc, que chacun vienne donner son sang. Et si chacun fait ce geste-là, on sera vraiment, les patients seront vraiment satisfaits. Merci professeur et bon courage à vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous et à toutes vos équipes. Merci. Ok. Voilà, Alors, donc là, après la coordination, vous avez ce laboratoire qui est le plus grand laboratoire des centres de transfusion de Côte d'Ivoire, sous la responsabilité du professeur Dambélé Bamori. Donc, Professeur Dambélé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme appareil là? Franchement, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, on m'a dit que c'est le laboratoire. Monsieur Bleué a donné son sang. Son sang, Monsieur Bleué est parti au travail, mais son sang va travailler maintenant. Comment ça Oui. va travailler? Alors, avant d'arriver ici, le sang va transiter au service de tri
Donc je vais vous montrer le service de tri avant d'arriver. Très important. Voilà. Ah, il y a un service de tri. Voilà. Waouh. Donc là, c'est la réception et tri. Donc quand les tubes quittent au niveau de la salle de prélèvement, on va nous ramener l'ensemble des tubes ici. Et ces tubes vont être classés ici par ma collaboratrice, Madame Guipier et son équipe. Voilà, vous voyez. Et nous travaillons avec un système d'anonymat. Donc on ne sait même, nous, au laboratoire, nous ne savons pas à qui appartient tel ou tel prélèvement. Et donc on va classer, on va s'assurer qu'effectivement, tous les tubes qui ont été prélevés sont bien là. Et après ce travail, les tubes vont être acheminés maintenant au niveau du laboratoire pour être traités. Voilà. Et là, maintenant, on peut aller dans l'autre salle. Là, on va dans l'autre salle. Avec les nombreux appareils imposants, là. Voilà. Et ça, ce sont des appareils de dernière génération, hein. Là, c'est ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc on peut dire qu'on est vraiment équipé, hein, pour la réception de sang. Oui, nous sommes équipés. Alors ici, c'est vraiment notre salle technique. Et c'est là que nous allons qualifier, hein, dans notre jargon, nous allons qualifier le sang. Et donc, pour la qualification du sang, il y a 2 types de tests qui vont être réalisés. Les examens immunohématologiques, c'est pour connaître le groupe sanguin, parce qu'il faut donner le bon groupe sanguin au bon malade. Et puis, nous avons cette unité qui va donc dépister, c'est l'unité de sérologie qui va dépister le VIH, les hépatites B et C, et également la syphilis. Et donc, tous les appareils que vous voyez là, ce sont ces appareils qui nous permettent de faire la recherche des... Hein, là, ça, c'est un automate, full automate. On ne touche pas, on met les tubes. Combien d'analyses par minute? Il faut compter à peu près 200 par minute. Donc, s'il y a suffisamment de sang, nous, on peut traiter avec célérité. Et après le laboratoire, vous transmettez à qui? Nous transmettons à un service qu'on appelle le service de production. De préparation des produits sanguins. Et donc, c'est dans l'autre bâtiment, l'autre aile du bâtiment. Donc, voilà. Et eux, ils se chargeront d'étiqueter les poches selon les résultats que nous aurons introduits dans le système informatique. Voilà. En tout cas, merci professeur. Et puis, félicitations pour tout ce que vous faites. Bon courage. Merci. Là, mesdames et messieurs, nous sommes avec Dr Dobo. Dr Dobo est au laboratoire de production. Nous sommes passés tout à l'heure au laboratoire de qualification. Et après, toutes les informations, tout ce qui est là-bas est transmis ici au laboratoire de production. C'est là où intervient le Dr Dobo. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Alors là, nous sommes là. Nous avons vu les professeurs de l'autre côté qui ont reçu le sang tout juste après la transfusion. Et vous, à quel moment vous intervenez maintenant et comment vous intervenez? Nous intervenons immédiatement après la collecte du don. Une fois que le sang est collecté, nous recevons toutes les poches collectées. Et ces poches proviennent de toutes les aires de prélèvement qui dépendent de l'antenne de Treichville. Et là, c'est la zone de réception. C'est la zone de réception. Et c'est dans cette zone que nous recevons les poches. Les poches nous arrivent rangées dans les bacs. Et ça, ce sont les poches qu'on finit les circuits et que nous allons nous mettons à la disposition du service de distribution et de stockage. Donc ça veut dire que ces poches-là sont saines. Ces poches-là sont saines. Elles ont été contrôlées. Contrôlées, étiquetées et elles vont aller au service de stockage distribution. Et quand c'est comme ça, l'agent du service de distribution vient prendre les poches avec la fiche d'intertigère, l'interface entre les deux services. Et on va où maintenant? Nous, on va aller au laboratoire pour que vous voyez comment nous exerçons au cours de la journée quand nous recevons les poches. D'accord. Oui.
Là, nous sommes, nous sommes en plein dans le laboratoire de production de PSL. Le laboratoire est configuré en 2 unités. C'est un vrai labo, il fait froid ici. L'unité de préparation et l'unité d'étiquetage validation des poches. Pourquoi il fait froid? Parce qu'ici, il faut prendre en compte des poches qui ont été préalablement refroidies. Il ne faut pas que ces poches-là se réchauffent. Ça fait partie des conditions de normalité pour les poches. Donc c'est pour ça qu'il fait un peu plus froid ici. Les poches qui ont été déjà refroidies vont être étiquetées. Mais avant ça, une fois que les poches arrivent, comme j'ai dit, de la zone de réception ici, les poches viennent en préparation. Par exemple, les poches que nous avons commencé à préparer. Et les tubes vont au laboratoire de qualification biologique du don. Où on allait tout à l'heure. Voilà. Donc nous, on prépare les produits sanguins. À partir de votre don, nous allons séparer votre don de sang en différentes constituants du sang. Le sang est séparé. Nous séparons, nous allons recueillir dans une poche les globules rouges, dans une autre poche les plasmas. Et si il y a un besoin de plaquettes, en fonction du réceptif, on va préparer un concentré de plaquettes. Donc avec un don de sang, on peut faire 2, 3, 4 produits en fonction du type de recueil de poche. Waouh. Ah, c'est super ça. Super. Et après, quand on a fini ici, où est-ce que le sang, quand le sang finit ici son passage, où est-ce qu'il va? Quand nous avons fini de traiter les poches, nous les rangeons dans les bacs en identifiant le lieu de collecte, la date de collecte et le type de produit qu'il y a dans le bac. Et ces produits-là seront rangés dans la chambre froide. On a une chambre froide à l'intérieur en attente du feu vert du laboratoire. Une fois que le labo de qualification a fini de valider les différents dons, il nous envoie en version papier. Et c'est la version papier qui va déclencher l'opération d'étiquetage et de validation de la poche de l'étiquette. Une fois que nous avons fini d'étiqueter, avant que les poches n'aillent au service de distribution, là-bas, stockage distribution, le laboratoire de contrôle qualité va venir prélever sur la poche un élément qui va permettre de s'assurer que le groupe qui est affiché sur l'étiquette est bien le groupe qui est dans la poche. C'est ce que nous appelons le contrôle ABO post-étiquetage. Et c'est à l'issue de ce dernier contrôle à notre niveau que les poches vont au service de stockage de distribution. Merci docteur. Vous l'aurez constaté, mesdames et messieurs, le sang travaille, le sang circule. Et nous allons revenir dans la dernière partie de ce matin chez vous sur vraiment l'autre étape, d'autres étapes. On va poser aussi la question de cette fameuse mafia. Est-ce qu'il existe une mafia dans la distribution du sang? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir depuis que nous sommes ici très tôt ce matin, franchement, on n'imaginait pas qu'il y avait autant de soins méticuleux, autant d'ingéniosité autour du sang. Vraiment, c'est une très très bonne découverte pour nous. Et puis il y a un constat, les salles sont désespérément vides, les Ivoiriens sont aux abonnés absents, le taux est encore faible, donc c'est le moment de venir, de donner son sang. Matin bonheur, matin de la proximité, aujourd'hui le circuit du sang, suite et fin tout à l'heure. Eh oui, et nous sommes très attentifs pour suivre avec vous la fin de ce périple sanguin. Alors, on s'informe avec Marcelin du côté du Centre national de transfusion sanguine. On s'informe ici également sur ce plateau. Et lui, c'est son credo, c'est son sacerdoce, c'est Renaud Kobia pour la revue de presse. Bonjour à vous, cher Renaud. Bonjour, Alix. On démarre tout de suite avec ce 33e sommet de l'UIA. Le président de la République était bien sûr avec ses pairs. Oui, il les a convaincus, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Les chefs d'État africains saluent le leadership de Ouattara, c'est ce que lance à sa une l'expression. Le numéro 1 ivoirien a présenté ce samedi à Addis Abeba son deuxième rapport sur l'agenda 2063 de l'Union, rapport qui, selon le confrère, a reçu l'assentiment des dirigeants du continent. Et l'opposition ivoirienne, nous dit-on, est victime de ses erreurs et c'est le quotidien qui le dit le matin.
Oui, après le report de la signature du dialogue politique, le confrère indique que l'opposition est prise à son propre piège. Selon l'édito signé par le journaliste Patrice Yao, directeur général du quotidien, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDAP, conduite par Henri Conan Bédier, l'URD et l'EDS sont déjà dans le boycott actif. Plus de précisions dans le matin. Et le journal Smart d'Abidjan a ouvert ses colonnes à Tirbus Kofi. Oui, au cours de cet entretien accordé à l'intelligent d'Abidjan, l'ancien directeur général de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC a abordé divers sujets parmi lesquels ses rapports avec l'ex-président de l'Assemblée nationale. Sur ce point, l'écrivain et musicien a déclaré « Soro a des problèmes avec ses patrons d'hier. Je ne lui retirerai pas mon amitié, mais je ne me mêlerai pas de leurs problèmes. » Le leader d'opinion est aussi revenu sur sa nomination à la tête du comité de gestion et de restructuration du bureau ivoirien du droit d'auteur et sur ce qui l'opposait il y a peu au président Alassane Ouattara et à Maurice Kwaku Bandama. Et on sort du sujet de la politique pour s'intéresser à de la culture avec le Popo Carnaval 2020. Oui, le Popo Carnaval a été lancé le jeudi dernier dans la cité de l'Anana pour sa 40e édition. Cette édition, selon ses promoteurs, sera délocalisée du parc Mplousué, son théâtre habituel, pour s'établir dans le centre-ville. Selon topvisage.net, des innovations telles que notamment une journée inédite dédiée aux classes d'âge et aux grandes familles de Beaunois seront apportées à cette édition qui se tiendra du 13 au 26 avril 2020 autour du thème Popo Carnaval de Beaunois, 40e édition au service du développement culturel et touristique dans une Côte d'Ivoire unie. Coronavirus, la star Jackie Chan, très impliquée. Oui, Jackie Chan promet une récompense à celui qui trouvera le remède alors que le coronavirus fait rage en Asie et au-delà. Jackie Chan, selon le site d'information russe Sputnik, a exprimé son soutien aux personnes touchées par l'épidémie tout en encourageant la lutte contre le virus. Et pour ce faire, le célèbre acteur de cinéma hongkongais a promis une récompense de 130 000 €, soit plus de 85 millions de francs CFA, à celui qui trouvera le remède du coronavirus qui, au dernier bilan, a fait plus de 800 morts en Chine. Et nous refermons cette revue de presse avec un chiffre. 3 millions, c'est le nombre de filles qui risquent d'être victimes de mutilations génitales féminines selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le professeur Bakayoko Lee Ramata a fait cette déclaration le 6 février 2020 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Et selon le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, qui est cité par Abidjan.net, l'excision constitue une violation grave du droit des femmes et des filles et le temps est venu pour dire non à cette pratique rétrograde et à appliquer la tolérance zéro. Eh oui, zéro, c'est le chiffre qu'on aimerait entendre face à cette violence. Mais Dieu merci qu'à cette pratique est apposée des sanctions fermes. Merci à vous, Renaud Kobia, pour cette revue de presse. Merci, Alix. Et bonjour à Marco qui se trouve du côté du Centre national de transfusion sanguine. Exactement, on va le retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de partir pour la pub maintenant. 2, 3, le grand concert offert gratuitement aux passionnés du sport et de la musique. Samedi 15 février 2020, de 15h à 20h, au Palais de la Culture. 1. Des prestations en live. Serge Beno, Magic Diesel, Kajil, John Yale. 2. Des prestations en playback. Obans, Safari Lobiang, Mix Premier, Sidonie la Tigresse, Afou Keita et bien d'autres. 3. Des freestyles et des démonstrations exécutées par les sportifs. 1, 2, 3. Attention, retiens bien. 1. Tu te prépares. 2. Tu viens au Palais de la Culture le samedi 15 février à 15h. 3. Tu fais le show avec les stars du sport et de la musique. Le concert 1, 2, 3, c'est gratuit et ça va être zo. Partenaires RTI 1, RTI 2, RTI Boaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI Digital.
sous le haut parrainage de M. Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam. L'Association des géographes de Côte d'Ivoire, AGC, co-organise avec Cassiopée Média la 12e édition des Journées géographiques de Côte d'Ivoire sur le thème « Changement climatique en Afrique subsaharienne, de la vulnérabilité à l'adaptation » du 17 au 20 février 2020 à Africland Hotel Grand Bassam. Société civile, communauté scientifique, décideurs. Cet événement est le vôtre. Partenaire BNED, Commission de l'Union africaine, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA. Sponsor AFD, Sodexam, IRD, Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. Réservez vite vos stands. Infoline 55 22 69 91 09 84 76 71. Et tu finis par t'en retourner. À 3, go! À 3? Non, à 3. C'est décidé. Je me lance à fond dans la musique. Vous allez voir. Bonjour à tous, on observera du brouillard ou de la brume humide dans les régions du sud forestier et du littoral en début de matinée. Cette situation fera progressivement place à un temps ensoleillé. Au nord et dans la bande centrale, on aura les vents secs de l'harmattan toujours accompagnés de particules de poussière en suspension dans l'air. Toutefois, les effets de l'harmattan seront relativement atténués sur les régions de la bande centrale. Pour les températures, on retrouve le pic de 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 à Bandoukou, Boaké et Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 20 à Korogo et Mans, 21 à Odiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin on enregistre 22 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, au nord du pays, l'on observera des vents secs, chauds et poussiéreux au cours de la période. Dans la bande centrale, on aura quelques intrusions de vents humides qui atténueront les effets de l'harmattan sur ces régions. Dans le sud du pays, le début de période sera ensoleillé, mais en fin de période, quelques averses de pluie seront localement attendues. Pour les températures de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bandoukou, 34 à Boaké et Daloa, 35 à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 31 à Mans, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer un très bon début de semaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'unique point de l'actualité dans Matin Bonheur ce lundi. L'UA est désormais présidée par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa pour 1 an. Hier, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi lui a passé le relais lors de la cérémonie d'ouverture de la 33e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part. Viviane Aïmen. Ce 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a ouvert ses assises ce dimanche au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, a enregistré une forte présence de participants. Les chefs d'État ont honoré nombreux le rendez-vous. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme les années précédentes, était présent à cette grande réunion annuelle autour des problèmes et défis du continent.
Le thème retenu pour ce 33e sommet, faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique. Une vision qui est désormais un objectif que l'Union africaine s'engage à réaliser sur le continent africain. Le président de la commission, Moussa Faki Mahama, dans son exposé sur la situation sécuritaire en Afrique, a mis en évidence l'urgence d'une solidarité des Africains eux-mêmes autour des pays du continent qui sont aux prises avec les attaques répétées des groupes terroristes. Je souhaite vivement que cette solidarité africaine soit le fer de lance de la coalition internationale pour le Sahel qui nous unit avec nos amis et partenaires dans le monde. Sur la Libye, l'Afrique a constamment rappelé de la voix la plus audible son rejet de la solution militaire de cette crise. Je salue et soutiens la décision du comité du haut niveau sur la Libye pour le lancement rapide d'une initiative de paix et de réconciliation en Libye, en harmonie avec les décisions de la conférence de Berlin et conformément au principe de la solution des problèmes africains par les Africains, loin des ingérences extérieures aux agendas rivaux et périlleux pour l'Afrique. Dans le règlement des différents conflits sur le continent, l'Union africaine travaille en partenariat avec les Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu réaffirmer devant l'auguste assemblée des chefs d'État son engagement sans faille à continuer la collaboration étroite de l'ONU avec l'Union africaine. Ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a vu la passation de charges entre le président sortant et le nouveau président élu à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a assuré l'exercice 2019, a passé le flambeau au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa pour l'exercice 2020. L'exercice 2021, a-t-on déjà fait savoir, sera assuré par la République démocratique du Congo. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux en plénière des chefs d'État se sont déroulés au cours de l'après-midi et se poursuivront dans la matinée du lundi. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Sekaseka, a procédé à l'Agence nationale de l'environnement à la remise d'arrêtés portant délivrance d'agréments au bureau d'études et consultants indépendants qui leur permettra de mener à bien leur mission d'évaluation environnementale. Les détails de Walter Amadou Ouattara. Cette cérémonie vient ainsi marquer la phase finale du processus de renouvellement et d'attribution des agréments lancé depuis décembre 2019. Sur 67 candidatures, ce sont 2 bureaux d'études et consultants indépendants qui ont satisfait aux conditions d'octroi de l'agrément qui viennent de recevoir ce document qui leur confère le droit d'exercer. Cela, selon les exigences du Code de l'environnement qui prévoit la préservation du milieu naturel et humain. Satisfaction donc pour les récipiendaires qui affirment que le métier de l'évaluation environnementale connaît un regain d'intérêt. L'évaluation environnementale devient une science très importante. Il ne peut y avoir de développement sans évaluation environnementale. Ce document que nous venons de recevoir est capital et très important pour nous en termes de fonctionnement de nos bureaux d'études. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les bureaux d'études et consultants indépendants à présent détenteurs d'agréments à fournir des travaux de qualité. Notre loi fondamentale dispose en son article 27, et je cite, « Le droit à un environnement sain est reconnu à tous » et en son article 40, la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. Nous sommes tous interpellés, mesdames et messieurs, et notre responsabilité engagée à œuvrer dans une synergie parfaite à la sauvegarde de notre patrimoine commun pour le bien-être des populations. Cette remise
remise d'agrément s'est tenue au siège de l'Agence nationale de l'environnement ANDE. L'ANDE est chargé, entre autres, de conduire la procédure de mise en œuvre des études d'impact environnemental en Côte d'Ivoire à travers l'examen technique des rapports d'évaluation environnementale présentés par les porteurs de projets. La Corée du Sud a accueilli récemment le sommet mondial sur la paix à Séoul, dans un contexte d'alerte sanitaire du fait de l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans la région. Un peu partout donc, les autorités multiplient les points de contrôle. Le constat de Dangui Dangui. Séoul, Corée du Sud. Nous sommes à quelques heures de Wuhan, en Chine, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui secoue en ce moment la région. Le pays a déjà enregistré une vingtaine de cas et est en alerte. En témoignent ces contrôles sanitaires dans tout. Mais équipés parfois d'un simple cache-nez, plus de 7000 personnes venues de 171 pays, parmi lesquels d'anciens ou actuels présidents, sont venus participer au sommet mondial sur la paix, initié par Dr Ak Jahan Moon et la Fédération universelle pour la paix. Depuis que je suis arrivé à Séoul, ou dans d'autres parties du pays, je suis soumis à des contrôles très rigoureux chaque fois qu'on entre dans un endroit public. Mais je considère que c'est pour le bien de tout le monde. Nous devons tenir le programme et nous devons aussi prendre soin de nous. Le comité d'organisation a pris ce problème de coronavirus très au sérieux. Il y a beaucoup de contrôles sanitaires avant même que les gens n'aient accès au bâtiment. C'est une maladie, ce n'est pas pour cela qu'on va s'empêcher de travailler, on va s'empêcher de s'associer, on va s'empêcher de mobiliser les uns et les autres pour une très bonne cause. Parler de la mobiliser les uns et toutes les dispositions pour protéger les populations et les participants. Sur le continent au Bénin, une attaque a eu lieu hier matin contre un poste de police à Kérémou, à près de 700 km au nord de Cotonou, près du parc W, une réserve de biosphère que le Bénin partage avec le Burkina Faso. Bilan, un policier tué et un autre blessé. En fin d'après-midi de ce dimanche, le gouvernement n'avait encore publié aucun communiqué. En France, la petite Vanille, 1 an, pour laquelle une alerte enlèvement avait été déclenchée samedi soir, a été retrouvée morte dimanche en fin d'après-midi à Angers dans un conteneur à vêtements et sa mère placée en garde à vue pour meurtre aggravé après ses aveux. La mère de la fillette, Nathalie Stéphane, 39 ans, présente des troubles psychiatriques très importants. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Merci à vous, Régis Kofi, pour cette tranche d'information au sein de Matin Bonheur. Alors, nous, on part illico, retrouver Marcelin au Centre national de transfusion sanguine pour la fin du périple. Docteur Chimou. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on nous a dit que vous êtes un élément incontournable de ce Centre national de transfusion sanguine, parce qu'ici, nous sommes à la distribution. Dites-nous tout, docteur. C'est quoi la distribution? La distribution est le dernier processus du Centre national de transfusion sanguine. Lorsque le sang a été prélevé, analysé, et lorsque les produits sanguins ont été préparés et étiquetés, les produits qui sont conformes arrivent au service de la distribution. Et c'est le service de la distribution qui se charge de mettre ces produits à la disposition des hôpitaux. Les hôpitaux nous adressent des bons de commande. Et en fonction du stock que nous recevons chaque jour, nous mettons une certaine quantité de produits sanguins à la disposition des hôpitaux. Docteur Timon, les Ivoiriens se plaignent de plus en plus. Ils disent qu'au niveau du sang, il y a beaucoup de mafia, le sang n'arrive pas, il y a beaucoup de trafic, les gens, le sang est ceci et cela, il y a trop de choses. Aujourd'hui, Matin Bonheur, par votre biais, à l'occasion de dire la réalité aux téléspectateurs. Concrètement, comment c'est organisé tout ça, la distribution du sang en Côte d'Ivoire? La distribution du sang en Côte d'Ivoire est très bien organisée. Souvent, les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La structure qui reçoit le malade, c'est cette structure-là qui nous adresse une demande. La structure nous adresse une demande,
je prends un exemple d'un bon de commande. Voilà. Ça, c'est par exemple le bon de commande de la polyclinique Hôtel Dieu. Donc, Hôtel Dieu nous adresse un bon de commande. Et nous aussi, en tenant compte du stock, on va traiter la commande. Ça veut dire quoi, traiter la commande? Traiter la commande, c'est mettre les quantités de poches que nous avons disponibles à la disposition de la structure. Vous pouvez demander 10 poches. Mais si je n'ai pas les 10 poches, je vous donne ce que j'ai. Par exemple, Hôtel Dieu a demandé 2 poches AB+. Nous avons donné une poche. Ils ont demandé une poche O+, qui a été aussi satisfaite. Donc, ils ont demandé un B négatif. On n'a pas de B négatif, donc le B négatif n'a pas été servi. Docteur Timo, donc, pourquoi... sur les 4 poches demandées, ils ont eu les 2. D'accord. Mais pourquoi on dit de plus en plus qu'il y a pénurie de sang en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il y a pénurie de sang parce que nous n'avons pas assez de donneurs. Il faut que les gens sachent que le sang est donné par les êtres humains. Tant qu'on n'aura pas assez de donneurs, on n'aura pas suffisamment de poches pour satisfaire les besoins des hôpitaux. Pourquoi le sang est payant? Le sang est payant parce que le sang que nous prélevons subit un certain nombre d'analyses. Payé par l'État? Pas entièrement. L'État prend en charge une partie. Parce que dans le budget du Centre national de transfusion sanguine, le budget est octroyé par l'État à 60% et le Centre national de transfusion sanguine, à travers ses ressources propres, doit combler les 40%. C'est une contribution que l'État demande aux malades. C'est pas payant, mais c'est une contribution. C'est une contribution, ce n'est pas payant. Parce que le coût de revient d'une poche, c'est au moins 40 000 francs. Par contre, si vous avez un malade qui est au CHU, on va vous dire de payer 5 500 si c'est une poche adulte. 3 000 francs si c'est une poche pédiatrique. Mais 5 000 devant 40 000, vous voyez le gap. Donc, le sang n'est pas payé, c'est juste une contribution qu'on demande aux malades pour pouvoir équilibrer le budget du Centre national de transfusion. Est-ce que le prix est uniforme sur toute l'étendue du territoire national? Le prix de la poche? Le prix est fixé en fonction des catégories des structures. C'est-à-dire? Nous avons 3 catégories de structures. La première catégorie, c'est les hôpitaux de premier contact, c'est-à-dire les formations sanitaires à base communautaire, les dispensaires, les maternités, les hôpitaux généraux et les CHR. Lorsque vous êtes dans cette catégorie, la poche adulte coûte 2 000 francs et l'unité pédiatrique à 1 000 francs. Quand on sort de cette catégorie, la deuxième catégorie, c'est les CHU. L'hôpital militaire, l'hôpital de la police, les hôpitaux confessionnels. Quand vous êtes à ces niveaux, la poche adulte fait 5 500 et l'unité pédiatrique à 3 000 francs. Et la troisième catégorie, c'est les structures privées, où la poche adulte fait 25 000 et l'unité pédiatrique à 12 500. Tous ces prix-là sont homologués, sont pratiqués sur toute l'étendue du territoire national. Tous ces prix sont homologués et pratiqués sur toute l'étendue, en tout cas, du territoire ivoirien. Maintenant, les donneurs, pour eux, c'est gratuit. Les donneurs réguliers reçoivent gratuitement le sang. Si c'est le donneur lui-même, il a aussi des ayants droit, qui sont son père et sa mère, son épouse ou bien son époux, et les enfants de moins de 18 ans du donneur. Pour ça, il doit être donneur régulier. Présentation d'une pièce justificative. Mais c'est quoi un donneur régulier? Un donneur régulier, c'est celui qui fait au moins 2 dons chaque année. Au moins 2. En tout cas, mesdames et messieurs, on espère que vous avez eu le maximum d'informations concernant le don de sang. Nous, RTI, en tant que média de service public, nous avons essayé de mettre à votre disposition toutes ces informations-là. Lorsque vous décidez de donner votre sang, comment cela est traité, comment cela est fait. Et puis, n'oubliez pas aussi, on va souffler comme ça, qu'il y a une prime de transport lorsque vous venez donner votre sang. Vous êtes accueilli, vous êtes reçu. Vous êtes là, c'est la dame qui s'en occupe. Il y a une prime de transport et c'est cette magnifique dame-là qui s'en occupe. Regardez, elle est en train comme ça de donner les primes de transport. Ça veut dire que vraiment, l'État, on l'a constaté, fait énormément d'efforts dans ce domaine-là. Mais le sang, c'est un produit qui ne se fabrique pas, qu'on peut pas. C'est dans l'être humain. Et ça commence par une volonté. Et c'est cette volonté-là que nous voulons promouvoir ce matin à travers cette incursion sur les traces du sang. On a été très heureux d'être avec vous à 100%. Merci à tous.
Merci à vous, Marcelin Govoy. Et voilà, le mot a été lâché. Il faut tous aller donner 200 pour sauver des vies. Comme il l'a dit, ça ne se fabrique pas. Il est contenu au sein des êtres humains. Donc, à nous d'avoir la main sur le cœur. Elle est là avec nous en plateau pour, bien sûr, sa partition. Instant vérité avec Gabriel Zani dans quelques instants. Elle reçoit pour vous Monsieur Evra Ounda, président des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan, pour parler de paix. Jusqu'où peut aller l'Église catholique? C'est la question qu'elle va poser à son invité tout de suite et maintenant. Bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, l'Église catholique va finalement prier le 15 février prochain en faveur de la paix en Côte d'Ivoire dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, partagée entre des risques d'infiltration de marcheurs incontrôlés et de récupération politique de la part de certaines formations politiques. L'Église catholique finit par reformer sa marche priante en prière d'intercession pour la paix. Alors, pourquoi la marche des catholiques a-t-elle tant intéressé les partis politiques? Dans le fond, n'y avait-il pas vraiment dans cette marche des signes de récupération et de revendication pour la paix? Alors, l'Église catholique n'a-t-elle pas aussi le droit de marcher en faveur de la paix et pour la paix finalement? Mesdames et messieurs, jusqu'où peut aller l'Église? Alors, pour répondre à ces questions que vous vous posez sûrement, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Evra Ounda. Il est le président des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan, l'un des initiateurs de la marche priante controversée. Alors, bonjour, Evra Ounda, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. Alors, l'Église catholique a annoncé que la marche priante prévue le 15 février en faveur d'élections apaisées est muée en prière d'intercession pour la paix dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Alors, dites-nous, que s'est-il passé? Merci. C'est trouvé que certaines personnes ont mal interprété notre action de prière et le retour qui nous a été parvenu nous a donné d'être habités par la sagesse, par notre premier responsable, qui est le cardinal, et a demandé à ce que nous puissions reformer donc, cette action de prière et de la concentrer dans l'enceinte de la cathédrale. Alors, vous dites que votre action a été mal interprétée par certaines personnes. Alors, l'histoire de cette marche priante controversée pour la paix n'a-t-elle pas débuté à la 111e Assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire, au prêche du cardinal Jean-Pierre Coutois? Dans cette homélie-là, il a interpellé les autorités sur certains aspects de la gouvernance. Est-ce vraiment son droit de procéder ainsi? Ben, malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis donc l'initiateur de cette activité et en tant que responsable donc, des jeunes du diocèse, nous avons un programme. Et nous avons élaboré ce programme depuis octobre 2019 et nous avons validé ce programme en Assemblée générale le 15 novembre 2019. Et en association avec les femmes catholiques, nous avons ainsi décidé d'organiser cette activité que nous l'avons présentée à l'Église et qui a trouvé que c'était une bonne initiative. Et c'est en ce sens-là que nous avons donc décidé, à la première date, c'était le 25 janvier, mais pour occupation donc de la cathédrale, elle a été reportée au 15 février. Alors, la question que j'ai posée, est-ce que ce n'est pas parce que le cardinal Jean-Pierre Coutois a fait un discours dans lequel il a appelé vivement les autorités à revoir le processus pour des élections apaisées? Il a aussi appelé à la libération de certains militants de partis politiques. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui a, je vais dire, mis le feu aux poudres? Je ne pense pas que cet appel de notre chef puisse donc mal être interprété parce que dans son appel, son appel est orienté dans un souci d'apaiser les cœurs, dans un souci de réconciliation, dans un souci d'unir les fils de ce pays-là. Donc il n'y a aucun rapport avec cette activité qui était pour nous une occasion d'interpeller les jeunes à la non-violence, d'interpeller les jeunes à une élection apaisée. Est-ce que c'est le droit du cardinal de procéder ainsi, d'interpeller de façon publique les autorités? Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse une demande d'audience aux autorités pour leur faire part de ses préoccupations? Ne pensez-vous pas qu'il y a eu une faute dans la méthode du cardinal? Une faute, je ne dis pas.
Et je dis non, parce que cet appel a été fait au cours d'une messe. Et madame, au cours d'une messe, le prêtre qui dit son homélie n'a pas besoin de l'assentiment de quelqu'un. Il pense quelque chose et il exprime, et ce n'est pas un message qui est personnalisé. C'est un message qui est adressé à tous ceux qui viennent participer donc, à cette messe. Alors donc je ne vois pas de faute dans le message. Non, pour vous, il n'y a pas de faute dans la méthode du cardinal Jean-Pierre Coutois. Nous tous qui sommes allés à cette messe, nous sommes allés pour prier pour cette paix, et donc le message nous a été adressé à nous tous. D'accord, mais là, il a interpellé directement les autorités. Il n'a pas parlé des Ivoiriens, il a parlé des autorités de Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ciblé. Oui, mais parler des autorités de Côte d'Ivoire, les autorités, c'est un ensemble de personnes qui sont donc... Alors, la raison évoquée pour reformer votre marche, c'est des risques d'infiltration, de récupération politique, de menaces de mort contre des fidèles selon le diocèse. Est-ce vraiment les véritables raisons qui vous ont poussé à reformer votre marche? Par exemple, selon le diocèse, vous avez constaté, je suppose que vous avez fait des enquêtes, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux que nous avons été menacés. Il y a des personnages publics, des personnages connus comme inconnus. Et nous sommes allés donc porter toutes ces images, toutes ces vidéos à notre premier responsable qui a jugé bon de ne pas aller à l'affrontement et donc de rester toujours dans l'idée que nous partions pour prier, donc pour la paix. Est-ce que dans l'esprit, dans la pensée de l'Église, il n'y avait pas est-ce que dans la pensée de l'Église, est-ce qu'il n'y avait pas, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de paix en Côte d'Ivoire que vous avez voulu organiser la marche? L'Église n'a pas dit qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. L'Église sait effectivement qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. L'Église dit de préserver la paix en Côte d'Ivoire, de la consolider, de faire en sorte que cet environnement que nous avons, qui nous permet d'aller dans nos différentes activités, puisse être gardé et que effectivement les Ivoiriens puissent se sentir à l'aise dans ce pays. Est-ce que l'Église a eu peur vraiment d'exposer ses fidèles? C'est cela ce que vous voulez dire? L'Église a eu peur d'exposer ses fidèles? Vous avez dit qu'il faut préserver la paix. Oui, effectivement, il faut il faut que cette paix-là soit préservée parce que, vous le savez bien, pas comme l'Église a eu peur d'exposer ses fidèles, mais l'Église n'a pas pour idée d'aller contre ou bien d'aller à la violence. D'accord. Alors, M. Evra, on va faire les choses de façon très directe. Vous savez, il y a deux grands partis politiques de l'opposition, notamment le PDCI et le FPI, qui ont annoncé s'associer à la marche. Alors, comment expliquez-vous cela? Ben, il n'y a aucune explication. On suppose que ces deux grands partis-là viennent pour prier comme nous. Donc, viennent pour non, s'associer à votre marche, à la marche priante. C'est cela la question, c'est ce qui a envoyé toute cette vague de controverses. Nous ne voyons pas d'association. La seule entité qui s'associe à notre initiative est les femmes. Pourquoi l'opposition a-t-elle voulu s'associer à la marche priante des catholiques, à votre avis? Parce que peut-être qu'elle a jugé bon de venir prier avec nous. Parce que c'était une action de prière. Et donc, venir à cette marche, c'était de venir prier. Parce que toutes les personnes, je le dis effectivement, parce que ce n'est pas l'opposition seulement qui a décidé. On a vu aussi des jeunes du parti au pouvoir qui ont également nourri cette envie de venir prier avec nous. Mais donc, en fait, nous voulons savoir, c'est une église qui lance une marche de façon officielle. Et quand cette église-là a lancé la marche, il s'est trouvé que l'opposition, deux grands groupes de l'opposition, le PDCI et le FPI, ont dit on s'associe à votre marche. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui est dans cette marche qui a tant intéressé le PDCI et le FPI? C'est la question que je vous pose. Je voulais déjà clarifier que ce n'est pas une marche, c'est une marche priante. Priante, oui, c'est voilà. ça, une marche donc priante. C'est un pèlerinage, oui. Voilà, pour pouvoir donner peut-être certains mots que les gens n'ont pas bien compris. C'est un pèlerinage. Et c'est un pèlerinage, c'est un effort de prière que nous faisons. Et donc, cette activité est adressée à tous les fils et filles donc, de ce pays. Donc aussi aux partis politiques. Mais s'il vous plaît, dans le fond, est-ce que la marche n'avait pas vraiment une allure de revendication? Revendiquer quoi au juste? Revendiquer le fait qu'il n'y ait pas de paix en Côte d'Ivoire, il faut la paix en Côte d'Ivoire. Je le répète, l'Église n'a jamais dit qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. L'Église dit que les fils et les filles de ce pays-là doivent être dans un environnement calme et sain. Et donc, doivent être unis, doivent pouvoir garder
on va dire, une bonne entente. Voilà. Alors, Donc, à votre avis, pourquoi le cardinal n'a-t-il pas tout simplement décliné les sollicitations des hommes politiques? Pourquoi il n'a pas dit à une formation politique, non, on n'a pas besoin de vous, nous, c'est vraiment un pèlerinage que nous faisons, on ne veut pas de récupération politique. Pourquoi n'a-t-il pas dit cela? Je répète encore pour dire qu'on ne peut pas interdire un enfant de ce pays de prier pour la paix, de prier pour des élections apaisées. Et donc, le cardinal ne peut pas interdire à un parti politique de venir prier pour la paix. Voilà. Donc, nous avons organisé une activité pour prier pour la paix. Nous supposons que toutes les personnes qui viennent à cette activité-là sont épris donc de paix. Donc, veulent également rentrer dans la vision que nous avons, c'est-à-dire c'est de prier pour la paix. Alors, nous allons continuer à parler de la paix dans quelques instants. C'est la publicité et nous revenons pour continuer notre discussion. Du nouveau à RTI Publicité. À l'occasion de la Saint-Valentin, bénéficiez de remises exceptionnelles sur nos packs vitrines pour une meilleure promotion de votre commerce aux heures de pointe. Vous êtes une boutique, un espace de distribution, un magasin, un hôtel, un restaurant ou un maquis. Cette offre est faite pour vous. Contactez vite nos agences RTI Publicité au 22 40 12 50. Plateau 22 40 12 50. Poste 47 43 et 46 32. Cocody de Plateau Vallon 22 40 12 50. Poste 54 20 et 47 92. Boisquet 22 40 12 50. Poste 54 28. San Pedro 64 13 61 36. Célébrons l'amour ensemble en vous faisant découvrir par le grand public. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Namira et Azizia Voyage vous offrent l'opportunité de passer le mois béni du Ramadan à la Mecque en toute sérénité. Bénéficiez de l'offre exceptionnelle Umrah Ramadan composée du visa, de l'hôtel et du transport urbain au coût de 875 000 francs CFA. Le visa simple est aussi disponible pour toutes les nationalités résidentes en Côte d'Ivoire. Les services suivants sont disponibles à l'agence: billets d'avion, toute destination, attestation de réservation du billet et hôtel, assurance voyage et santé. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h et les samedis de 9h à 12h. Contact plus 225 21 33 68 00. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Du nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah,
Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Voilà, mesdames et messieurs, de retour en plateau. Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez Instant Vérité. Et nous sommes avec Evra Ounda. Il est le président des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan. Alors, avec lui, nous parlons de jusqu'où peut aller l'Église catholique pour la paix. Alors, avant la publicité, vous avez dit que le cardinal ne s'adressait pas à, je vais dire, à une personne de façon ciblée, s'adressait à tout le monde et que tous les Ivoiriens, y compris les hommes politiques, qui sont aussi invités à une marche priante organisée par l'Église catholique, n'est-ce pas? Alors, vous ne pensez pas que le fait d'accepter l'opposition à cette marche-là, n'est-ce pas, une façon d'endosser les revendications de l'opposition qui clame le plus souvent haut et fort qu'il n'y a pas de réconciliation, qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire? Mais nous ne pensons pas cela parce que nous disons que nous avons une vision. Et notre vision était donc d'amener les jeunes que nous sommes à participer à des élections apaisées. Alors, parce que nous pensons que la cible pendant les élections, la cible c'est la jeunesse. Et nous disons que si nous arrivons à donner un message fort à cette jeunesse-là, à dire aux jeunes que pendant les élections, c'est un jeu. Les élections sont les jeux. Oui. Donc, si vous participez à une élection et qu'il y a un gagnant, qu'il y ait un gagnant, s'il y a un perdant, qu'il y ait un perdant. Alors, et donc, est-ce que vous pas ne pensez aller pas à la violence au cours d'une élection. Est-ce que vous ne pensez pas qu'admettre que l'opposition participe à votre marche, une opposition, non des moindres, le PDCI et le FPI, alors cette opposition-là à votre marche, et souvent les dirigeants ou encore les leaders de ces partis politiques, je le répète, disent souvent qu'il n'y a pas de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que les accepter à votre marche n'est pas une façon d'endosser leurs revendications? Je dis encore non parce que ce n'est pas une marche simple. Je le répète, c'est une marche priante qui est une forme de prière dans l'Église. Et donc c'est un pèlerinage. Donc accepter tous les fils et toutes les filles de ce pays à cette prière n'est pas accepter ou bien n'est pas aller donc dans la vision d'un parti politique, mais c'est aller dans la vision de la prière que nous avons. Bon, je repose la question autrement. Est-ce que l'Église catholique n'est-elle pas de connivence avec l'opposition? C'est la question que se pose bon nombre d'Ivoiriens. Avant cette émission, nous avons fait une petite enquête. Les Ivoiriens veulent savoir, est-ce que l'Église catholique, là, n'est pas de connivence avec l'opposition? Pour ceux qui le disent, ils doivent savoir que l'Église est apolitique. Donc l'Église ne fait pas de la politique. Mais on a vu en Côte d'Ivoire ici, pardon, l'Église apolitique, mais on a vu vraiment des hommes religieux, des guides religieux prendre position pour un parti politique, pour un candidat à la présidentielle. Ah bon? Quand? On l'a vu en Côte d'Ivoire ici, vous le savez, vous connaissez très bien l'actualité. À ma connaissance, jamais. À ma connaissance, jamais, parce que donner un message, interpeller les hommes politiques n'est pas prendre parti donc, pour un tel ou un tel parti politique, parce que l'idée qu'a l'Église, c'est d'unir ses enfants. L'Église interpelle tout ce qui est... Parce que vous ne savez pas que quand il y a le mal, les personnes qui subissent ce mal-là sont les hommes religieux. Parce que c'est là-bas que nous partons chercher de réconfort. Et donc c'est eux qui entendent tout, c'est eux qui voient tout. Et donc c'est eux qui sont donc toujours amenés à interpeller les partis politiques pour leur dire, écoutez, les gens souffrent, les gens souffrent, les gens ont besoin de quiétude, les gens ont besoin de paix. Et donc, c'est à l'Église... Donc l'Église catholique n'est pas de connivence avec l'opposition? N'a jamais été de connivence avec l'opposition. Vous êtes sûr? Très sûr. Bon, alors, pensez-vous que l'Église catholique a-t-elle vraiment le droit de marcher en faveur de la paix? Si c'était à refaire, s'il y avait encore une autre marche, vous allez organiser une autre marche priante? Un pèlerinage en ce sens-là? Je rappelle qu'il y a 2 ans, le 4 mars 2018, nous avons fait ce pèlerinage et nous avons rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, jusqu'où donc irez-vous pour la paix en Côte d'Ivoire?
pour l'appel en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à toujours prier, à toujours unir les Ivoiriens. Nous sommes prêts à faire des pèlerinages, nous sommes prêts à faire des marches priantes pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Nous sommes prêts à toujours amener les Ivoiriens à être réconciliés. Alors rapidement, vous qui êtes le responsable des jeunes catholiques du diocèse d'Abidjan, sur les réseaux sociaux, les jeunes se livrent à une véritable guerre. Ils se livrent à une véritable guerre. Alors on constate des dérives langagières sans précédent. Alors en tant que responsable des jeunes catholiques, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour apaiser les tensions sur les réseaux sociaux? Je suis convaincu d'une chose. Parmi ces jeunes-là, je ne pense pas qu'il y ait des jeunes catholiques. Ah non, ne dites pas ça. En Côte d'Ivoire, il y a toutes les confessions religieuses. Oui, je le dis parce que moi, en tant que leader de cette jeunesse-là, nous avons plusieurs années aidé ces jeunes-là. Nous avons formé nos jeunesses, nous avons amené nos jeunesses à l'utilisation, à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Alors, il n'y aura plus de marche priante pour les chrétiens catholiques. Elle est remplacée par une intercession pour la paix le 15 février prochain dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Merci Evra Ounda d'être venu à Instant Vérité donner ses éclairages sur les actions et les positions de l'Église catholique, des positions qui, selon vous, sont dans le sens de l'apaisement du climat sociopolitique, n'est-ce pas? Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité. Mesdames et messieurs, restez avec Alix et Marco pour la suite du programme. Eh oui. Merci à vous, Gabriel Zani. Et oui, Marcelin, qui est justement à mes côtés, qui nous a rejoints. Voilà, on parle de sang, le rouge et demi sur ce plateau. Oui. Ça a été très intéressant de vous suivre Ma ce consoeur matin. rouge. Oui, oui, ça a été émouvant parce que, vous savez, Alix, on est sur ce plateau, on se pose beaucoup de questions. Oui. À l'image de Gabriel Zani tout à l'heure, vous et moi, on veut toujours tout savoir sur tout ce qui concerne les Ivoiriens en général. Et là, nous sommes allés, on a découvert qu'il y a une organisation, on ne va pas donner son sang comme ça. Et quand on va donner son sang, on est reçu. Il y a toute une démarche assez méticuleuse. Exactement, et il y a des protocoles aussi qui sont suivis. Hein. On a été un peu interpellés quant à l'anonymat du traitement, mais c'est sûr qu'après, quand il y a des, on va dire, il y a des maladies qui sont découvertes, le patient ou le donneur est informé. Oui, absolument. Lorsque vous partez donner votre sang, le sang, vous êtes reçu, il y a une consultation. Et il y a une consultation, vous recevez un médecin. Et après que le sang soit donné, il y a des résultats que vous devez venir prendre au moins une semaine après. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Tous ces résultats-là vont vous dire « Ah, votre sang, c'est vrai, vous l'avez donné, mais ce n'est pas bon. Voilà, vous souffrez de telle chose. Ou bien le sang est bien, vous avez ça. Ou bien s'il y a des alertes, et voilà. Et ce qu'il faut rappeler aussi, ma très chère, c'est que il y a des séparations. On peut prendre par exemple les plaquettes, on peut prendre les globules, et c'est des choses qu'on ne savait pas. Bref, il faut donner son sang. Il faut donner son sang pour être à 100% raccord. Et justement, avec votre intervention de ce matin, votre incursion, on a pu voir que le sang, il est sécurisé à 100%. Merci beaucoup, Alix. Merci à tous ceux qui nous ont permis, au directeur général qui a autorisé du CNTS, qui a autorisé nos caméras vraiment à arpenter tous les couloirs de la structure, au docteur Sekongo et à toute l'équipe. Vraiment, merci infiniment. On a pu dire, et on peut dire que vous avez fait un travail temporaire ce matin. Et effectivement, dans le sang, et 100%, ça tombe bien, la transition est toute trouvée, ma très chère consoeur rouge, pour parler aujourd'hui de travail temporaire. Combien sont-elles ces sociétés-là qui utilisent ce genre d'activité-là, le travail temporaire? Mais comment c'est réglementé? C'est l'objet de notre thématique. C'est parti. Eh oui, et pour en parler avec nous, on a Monsieur Diop Fallou. Il est expert en ressources humaines. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue. Et vous avez du rouge aussi, comme quoi on s'entend très bien ici. Alors, on parle de la gestion des emplois temporaires. Déjà, qu'est-ce que c'est en définition? D'accord. Par essence, il faut dire que le contrat de travail temporaire, c'est un contrat par lequel une entreprise, qu'on va appeler ici entrepreneur de travail temporaire, va mettre à disposition d'une autre entreprise, qu'on va appeler ici une entreprise utilisatrice, un personnel pour l'exécution d'une durée, d'une mission. Et généralement, le décret qui régit le travail temporaire est le décret 96-194 du 7 mars 1996. Et donc ce décret-là nous dit que la durée maximale de mission est de 6 mois. Alors, un individu peut-il exercer plusieurs emplois temporaires en même temps? Oui, un individu peut exercer plusieurs emplois temporaires en même temps. Vous savez, le travail temporaire, comme on vous le dit, c'est un contrat tripartite qui réunit plusieurs entités. On a l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur et l'agent.
Donc l'agent, il met son service à la disposition de l'entreprise utilisatrice. Et donc s'il a plusieurs employeurs, il peut bien évidemment travailler dans plusieurs entreprises. Voilà. D'accord, vous avez parlé de tripartie. Alors, quelles sont les différentes parties donc, ou les différents types de contrats dans ce carnaval? D'accord. C'est une très belle question déjà parce qu'il faut dire que le travail temporaire est régi par une convention qu'on va appeler ici convention de travail temporaire. Et la convention de mise à disposition, c'est une convention qui lie l'entrepreneur de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc, deux sociétés signent une convention de partenariat de prestation de services et par le biais de cette convention-là, va naître un contrat. Et donc, l'agent sera lié par un contrat à son employeur qui, dans ce cas d'espèce, est l'entreprise de travail temporaire. Et cette entreprise de travail temporaire est liée, elle, à l'entreprise utilisatrice. Donc, ça fait un contrat tripartite. Ok, voilà. 3 personnes concernées, 3 entités concernées. Effectivement. Merci infiniment à vous, Monsieur Diop Fallou. On va revenir à vous. Le temps pour nous de proposer aux téléspectateurs des exemples concrets, parce que c'est ça, Matin Bonheur, aller concrètement, des cas que vous allez écouter, vous allez voir avec nous, et puis après on va en parler. D'accord? C'est ça. Ok, on y va. Je suis agent temporaire dans une entreprise dans la zone industrielle de Yopougon. Je suis machiniste. Bon, mon statut consiste à... C'est un contrat que j'ai signé de 11 mois. Et quand les 11 mois arrivent, on me met au repos. Bon, pendant les 11 mois, chaque mois, j'ai au moins 110 000 dans le mois. Je me paye un salaire de 110 000 francs dans le mois, qui est réparti en chaque quinzaine, 2 semaines, on me paye la moitié et les 2 semaines encore, je prends la moitié. Bon, du fait que nous travaillons tous les jours sans repos, en tout cas, c'est pas facile. Je suis agent temporaire à la zone industrielle de Yopougon. Je suis dans l'entreprise, ça fait de là 20 ans. Depuis 2001, je suis dans l'entreprise. On signe les contrats indéterminés. C'est comme ça qu'on appelle ça communément. C'est des contrats indéterminés. Donc, ces contrats indéterminés-là, c'est sur 20 ans. Ça me fait cette année 20 ans que je suis dans l'entreprise. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Le salaire, c'est pas ça. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Notre statut permet que le SMIC nous soutienne. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, on nous fait croire qu'il y a un SMIC qui est passé, mais on ne reçoit pas ça. On ne reçoit pas de ce salaire que le gouvernement a instauré. On a les mains liées, on n'a pas un droit. C'est quand tu es embauché que tu réclames un droit. Tu n'es pas embauché, tu vas réclamer un droit. Comment donc? Il y a un SMIC qui passe, mais on ne reçoit pas. C'est très intéressant. On a eu plusieurs cas. Disons, le premier avec le monsieur qui est sur contrat de 11 mois. Vous avez donné une donnée de 6 mois. Oui. On n'est pas en adéquation là. C'est ça, c'est ça. Écoutez, lorsque j'ai vu effectivement l'intervention de la dame, il faut dire qu'il faut bien faire le distinguo. Voilà. Le contrat de travail temporaire ou, si vous voulez, le mécanisme de travail temporaire, lui, il est régi par décret. Voilà. Alors qu'il existe d'autres types de contrats qui sont des contrats de type de droit commun. Le contrat de travail temporaire, c'est un contrat de type particulier. Donc, évidemment, le travailleur qui travaille dans une entreprise doit pouvoir regarder la nature de son contrat. Qu'est-ce qui est écrit? Si c'est écrit contrat de travail temporaire, la durée maximale, elle est de 6 mois. C'est 3 mois renouvelables, 3 fois par période d'1 mois. Ça fait 6 mois. Mais par contre, l'entreprise de travail temporaire ou l'entrepreneur, si vous voulez, qui met à disposition du personnel, peut avoir un contrat de sous-traitance avec une autre entreprise. Parce que, si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, dans le premier cas du travail temporaire, c'est un contrat de mise à disposition du personnel. Alors que je peux bien avoir un contrat de sous-traitance avec la RTI, je suis une société de gardiennage. Mon activité ici consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes présentes dans la RTI. Et donc ici, je n'ai pas une obligation de moyens, j'ai plutôt une obligation de résultat. Dans ce type de cas-là, je peux avoir du personnel qui travaille pour moi, soit en CDD ou en CDI, et qui travaille effectivement pour l'exécution de ma prestation au sein de l'entreprise. Donc il faut bien distinguer le mécanisme de travail temporaire qui lui consiste à la mise à disposition de personnel et le contrat de sous-traitance qui lui ici donne plutôt une obligation de résultat
à la charge de l'entrepreneur. Monsieur Diop, certaines entreprises surfent un peu sur ce mécanisme dont vous parlez là, afin de maintenir sous conditions temporaires, entre guillemets, de nombreux employés. Et comme ça, on a des employés à l'instar de ce monsieur de 11 mois, de plusieurs années, ça va même dans des années. On parle surtout du secteur bancaire et du secteur de la communication où les gens, il y a des éternels stagiaires, des éternels temporaires avec des noms, c'est CP, convention de contrat temporaire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, le spécialiste dans ces cas-là? Oui, il faut dire que c'est des pratiques qui se font en Côte d'Ivoire déjà, donc les pratiques sont avérées, mais il y a une institution qui est dédiée à faire la régulation de tout ce qui est contrat. Je pense qu'au titre de la Côte d'Ivoire, c'est l'inspection du travail. Donc le travailleur qui se sent lésé dans ses droits peut bien évidemment aller à l'inspection du travail pour revendiquer ses droits. Maintenant, l'analyse va se faire, comme je l'ai dit, en fonction des pièces qu'il met à disposition. S'il savait qu'il est dans un mécanisme de travail temporaire, il pourra retrouver ses droits. Mais s'il est plutôt dans un contrat de sous-traitance, il faut dire que c'est totalement légal et légitime pour l'entreprise de le faire ainsi. Et pour pousser toujours l'analyse, il faut faire attention aussi au statut même de l'entreprise. Oui, bien sûr, il faut faire attention au statut de l'entreprise, c'est ça. Parce que l'entreprise doit être experte dans une activité. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'une femme enceinte peut signer un contrat de travail temporaire? Alors là, ça dépend. Elle signe le contrat pendant qu'elle est enceinte. Oui. Il n'y a pas de restriction en termes de situation, être enceinte ou ne pas être enceinte. Parce que ici, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui signe un contrat de ne pas contracter une grossesse. Ça, je pense que non. Après, dans le déroulé, c'est clair qu'une femme enceinte, la grossesse dure 9 mois et le contrat de travail temporaire, il est 6 mois. Donc vous verrez très bien qu'il y a déjà la fin du contrat qui intervient avant l'échéance de la grossesse. Et dans ces conditions, avant l'échéance, on n'a plus droit à tout ce qui est, on va dire, avantages comme congé de maternité et autres. Ou bien, comment c'est, les subtilités à ce niveau, c'est quoi? Effectivement. Puisque pour avoir le congé de maternité, déjà, il faut être déclaré à la CNPS. Le travailleur temporaire, il est déclaré à la CNPS, à l'instar de tous les autres travailleurs. Il faut cotiser réellement à la CNPS. Le travailleur temporaire, il y a des cotisations qui sont faites par son employeur au niveau de la CNPS. Maintenant, ce que je dis, c'est la durée. Voilà. Parce que si je signe un contrat dont l'échéance est de 3 mois et que je contracte une grossesse, c'est clair qu'à l'échéance de mon contrat, j'aurai déjà accouché avant la fin de mon contrat. Est-ce qu'une entreprise a un seuil de travailleurs temporaires qui ne doit pas ou bien qu'elle ne doit pas dépasser? Non, présentement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de seuil de travail temporaire. Donc, sur 904 personnes, on peut avoir 700, 800, plus de la moitié. Les textes ne disent rien là-dessus. Par contre, ce qui est dit, c'est plutôt qu'une entreprise ne doit pas embaucher plus de 3/4 de son personnel en CDD. Voilà, il faut quand même une partie en CDI. Mais au niveau du travail temporaire, comme je dis, c'est une entreprise qui sollicite un entrepreneur de travail temporaire pour une mise à disposition. Et généralement, ce qui est bien, c'est de faire ressortir les avantages de ce mécanisme-là. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet aux entreprises de se consacrer à leur cœur de métier. Surtout en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est en pleine expansion. On a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent s'installer, qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, qui maîtrisent l'environnement ivoirien. Et ces entreprises-là, elles ont le savoir-faire. Donc vous voyez que les deux mis ensemble, nous déjà en Côte d'Ivoire, ça encourage l'employabilité parce que ça ne porte pas un frein à l'emploi. Les entreprises n'aiment pas embaucher directement en CDI, il faut qu'on le dise. Donc si elles ont un mécanisme qui leur permet déjà d'embaucher du personnel, surtout pour des projets sur 6 mois, la construction d'un pont sur 2 ans, c'est des projets qui sont spot. Donc vous verrez que là, l'intérêt du travail temporaire est présent. Pour tout travailleur, on va dire, la pensée, c'est dans l'évolution également. Pour le cas typique des emplois temporaires, quel est le grade ou la catégorie des personnes qui travaillent? Comme je l'ai dit, le grade et la catégorie est régi par un barème. Le barème, il est en vigueur en Côte d'Ivoire. Il est en fonction des secteurs d'activité. Le travailleur temporaire, c'est un salarié comme tout autre salarié. Il n'y a pas de catégorie fixe ou figée à un travailleur temporaire. Il peut partir de l'ouvrier au cadre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est les éléments principaux. Déjà, par essence, de façon générale, vous parlez de contrat de travail, il faut 3 choses. La prestation, la rémunération et le lien de subordination. Le contrat de travail temporaire obéit à ces 3 conditions. Mais en plus de ça, c'est un contrat qui est régi par des dispositions spéciales. Par exemple, le fait que la durée de mission soit sur 6 mois. Par exemple, qu'il n'y ait pas de lien juridique entre l'utilisateur et l'agent temporaire. Voilà. Ça aussi, c'est des éléments très importants à savoir. Alors, pour terminer, en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous,
est-ce que c'est facile à gérer, de vous à moi, le travail temporaire en entreprise? Non. Ce n'est pas une activité classique. C'est pas une activité classique. Il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de réactivité qu'il faut avoir. Exactement. Mais après, c'est passionnant de gérer des travailleurs temporaires. Et en tout cas, ça permet d'employer le bon nombre de personnes. Bien sûr. Donc, il faut juste respecter les règles qui sont régies par rapport. Qui régissent ce secteur d'activité. Exactement. Il ne faut pas exploiter aussi. Effectivement. Et ce n'est pas un mécanisme qui est purement ivoirien, il est pratiqué dans tous les pays du monde. Sauf que, comme vous le dites, il faut bien le suivre pour qu'il soit bien exécuté. Et comme on le dira jamais assez, il faut faire vraiment très attention aux clauses du contrat quand on signe quelque part, quand on doit apposer sa signature quelque part. Il faut lire dans l'intégralité. Merci de nous avoir suivis en intégralité chez vous, partout où vous vous trouvez. On se revoit demain, mardi, pour parler bien sûr de droit.